On va y aller avec la conférence Désinformation, harcèlement et troll. Comment réagir? C'est une grande question. On va faire ça avec Denis Martel. En plus de son rôle de conseiller stratégique, Denis Martel enseigne la stratégie numérique, est conférencier, producteur, réalisateur et animateur de balado et chroniqueur culturel numérique. Denis œuvre depuis la fin des années 90 dans le domaine du marketing numérique. Après avoir travaillé parmi les équipes de Cossette, Think, Neuron et Sidley, il déploie maintenant son expertise à son compte. Il a développé de nombreuses stratégies pour des marques nationales, des ministères et des organismes québécois dans les secteurs du tourisme, de la santé, du divertissement, du spectacle, des médias, de la technologie, des sports et des organisations politiques. Je vous demande d'accueillir mon ami Denis Martel. Merci beaucoup, François, pour l'accueil. Donc, oui, des informations, harcèlement et troll, comment réagir? Puis, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un point de vue issu d'une réflexion. Donc, beaucoup d'éléments personnels à travers tout ça, mais que je l'espère, vont contribuer à la réflexion collective. Donc, là, je vais sauter la présentation. François le fait mieux que j'aurais pu le faire moi-même. Donc, on retrouve tous ces éléments-là. Donc, encore une fois, merci François. Donc oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'une hostilité dominante sur les médias sociaux. Je vais vous parler de l'impact sur l'expérience qu'on offre. Je vais vous parler de nos responsabilités. Puis c'est un élément qui me tient particulièrement à cœur, de l'importance de rééquilibrer notre niveau de tolérance, parce que je pense qu'on l'a été, ça a beaucoup fait partie des valeurs des médias sociaux, cette fameuse tolérance-là, puis c'est quelque chose qui nous a été enseigné rapidement ou qu'on a intégré à nos bonnes pratiques rapidement comme gestionnaire de communauté. Puis je dis nous, puis je ne suis pas gestionnaire de communauté, vous l'avez entendu, je suis stratège, mais quand même toujours été proche des stratégies en médias sociaux. Puis donc, je pense que cette tolérance-là a besoin d'un rééquilibre aujourd'hui. Je vais aussi vous faire une proposition pour la fonction publique et je vais y aller aussi d'une petite préoccupation personnelle en terminant. Donc, on vit depuis un moment un bond d'hostilité dans les discussions en ligne. C'est ce qu'on nous dit. On a l'habitude de lire ça. C'est une opinion ou un élément qui semble partagé par tous depuis le confinement. Puis c'est ce qu'on dit. On dit que c'est à cause de la pandémie, c'est à cause du confinement. Les gens sont fatigués. Moi, j'ai envie de vous dire, on va attendre une minute, on va regarder ce que la littérature nous dit, ce que les gens qui ont fait des recherches sur la chose en pensent. Je suis tombé sur un article vraiment intéressant, là, une publication de Cambridge University Press du 26 août 2021 qui parle justement d'un présumé bond d'hostilité. En fait, c'est une analyse ils ont procédé à une analyse de 8 études qui documentent là, ce fameux bond d'hostilité-là dans les discussions en ligne depuis un certain temps. Puis leur conclusion sur les données soutient plutôt que les individus qui sont hostiles en ligne le sont autant hors ligne. Donc, ce n'est pas une affaire nécessairement de fatigue ou d'incapacité à gérer son stress en ligne. C'est vraiment à la base, c'est qu'il y aurait des personnalités qui sont offensive de base. Donc, ce n'est pas cette fameuse incapacité-là que je vous disais là, à réguler ses émotions une fois rendu en ligne comme si c'était excessivement différent, mais plutôt vraiment un trait de personnalité qui est mis de l'avant, qui est encouragé, qui est propagé, qu'on voit beaucoup plus à cause de la grande efficacité qu'Internet leur offre comme tribune. Donc, c'est beaucoup plus cette façon-là dont on explique le bond d'hostilité aujourd'hui, ce qui nous permet de reconsidérer les choses. Donc, plusieurs des gens hostiles ou agressifs sont conscients qu'ils le sont et savent sur quel bouton pousser pour obtenir davantage de réactions de leur auditoire. Donc, on est manipulé à travers justement ce qui fait le succès justement d'un succès, d'un comportement comme celui-là, un comportement qui va provoquer, qui va tirer des leviers plus émotifs. Donc, puis on sait très bien, si ces individus-là ont cette capacité-là à générer plus de réactions, à provoquer des réactions, bien, ils contribuent au succès du modèle d'affaires des médias sociaux. On sait très bien comment fonctionnent les médias sociaux de par leur algorithme. L'hostilité est donc rendue plus visible parce que c'est favorisé par les algorithmes. Tu fais plus de vues, tu suscites plus d'engagement, de réactions. Donc,
l'algorithme te favorise et te met de l'avant. Donc, on a une première piste d'explication là, de cette visibilité-là, de l'hostilité en ligne là, qui ne serait pas nécessairement supérieure, supplémentaire du fait qu'on a du confinement et tout ça, mais plutôt d'un phénomène qui fait qu'elle est de plus en plus visible. Ce qui fait que le plaisir de collaborer et d'intégrer une grande discussion collective, là, la grande discussion collective qu'est les médias sociaux, est actuellement sérieusement malmené. C'est un élément que je déplore, que je trouve vraiment décevant. Les individus qui sont non hostiles, puis ça, vous et moi, le commun des mortels se retire des discussions en ligne, qu'elles soient hostiles ou non. Donc, on constate un désintéressement des médias sociaux dû à cette présence-là accrue de l'hostilité. Ce qui fait que ça a un effet pervers, encore une fois supérieur, qui laisse plus de place au comportement hostile. Et vous voyez, on est rendu avec deux éléments qui font que justement toute cette hostilité-là est de plus en plus visible et nous semble beaucoup plus importante, beaucoup plus grande, beaucoup plus présente. Ce qui fait qu'il y a des individus qui se retirent des médias sociaux. On en a peut-être directement, même ici, vous vous reconnaissez peut-être, face à des réseaux sociaux qui sont toujours plus obèses, frénétiques. Il y a des utilisateurs qui prennent leur distance. Il y en a qui vont vraiment fuir tout ça, les chicanes puis la folie des trolls pour se diriger vers des nouvelles fonctionnalités. On a vu le succès, on a vu la montée de services comme Telegram, par exemple, qui est à la frontière entre le média social et la messagerie, où justement on a cette possibilité-là de se créer des espaces personnalisés, des espaces un peu plus entre nous, plus intimes, ou même sinon, ben, on va se diriger vers, on va se retourner vers les fonctionnalités de Facebook, par exemple, qui nous permettent de mettre en place des auditoires un peu plus ciblés et de restreindre un peu le champ là, de notre diffusion parce que justement, il y a une perte d'intérêt de contribuer à tout ça face à la destruction ou au déclin de l'expérience que tout ça offre. On a d'ailleurs cet exemple-là là, dès 2018. Clément Laberge, bien connu dans le milieu du numérique au Québec, là, qui nous faisait part de sa décision de quitter Facebook à travers son blog. Ben, écoutez, ça fait déjà 3 ans de ça, peut-être un peu plus. Puis, il n'est pas revenu. Puis, il s'en porte pas moins bien. Il n'a pas l'impression de manquer grand-chose. Comme je vous disais tantôt, je trouve ça réellement dommage parce que fondamentalement, les médias sociaux sont extraordinaires. Je ne sais pas si je sais, j'ai vu qui est présent par les différentes communications qu'on m'a fait avec les affaires. Puis je sais qu'on est plusieurs ici, là, dans les années 2006-2008, qu'on faisait le tour des ministères avec notre petit bâton du pèlerin, puis on vantait les vertus des médias sociaux, puis on était très axé sur les valeurs. Hein, à l'époque, on disait du Web 2.0, où la collaboration, le partage, la démocratisation, le décloisonnement de l'information était tellement extraordinaire, et ça l'est toujours, que c'était un outil qu'on trouvait absolument formidable. Qu'est-ce qui a pu se passer depuis? C'est triste de voir ça parce que ces qualités-là, ces valeurs-là sont toujours présentes. Comment les remettre de l'avant? Je pense que ça va être un peu aussi notre défi à travers tout ça. Donc, les trolls, la haine et le climat toxique qu'ils engendrent dégradent l'expérience client. C'est vraiment d'expérience client que je veux vous parler ici. Là. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Puis je pense que c'est un des éléments qui fait que l'on doit se responsabiliser par rapport à tout ce qui se passe. C'est beaucoup dans notre cours que tout ça va se passer. Quand je dis notre cours, c'est nous, les responsables des médias sociaux, les stratèges, les gestionnaires de communauté et autres. Vous allez voir, j'ai une petite description ici de ce qu'est l'expérience client, puis ça va de soi, là, ça démontre à quel point les médias sociaux sont une part importante de ce que l'on offre comme expérience aux citoyens aujourd'hui. Donc, voici ce que la description, c'est une description, puis en même temps d'autres, mais ils tournent toutes pas mal autour des mêmes éléments, mais une expérience client est constituée par la somme des interactions au sein d'un écosystème de services. C'est une combinaison de performances physiques, de stimulation sensorielle, d'émotions, d'interactions numériques et humaines afin de répondre à des besoins et des attentes. Hein. Déjà, on voit on voit l'impact des médias sociaux à l'intérieur de tous ces éléments-là. Et cela à l'occasion de chacun des points de contact. Puis on sait que les médias sociaux sont un point de contact à l'intérieur de nos écosystèmes qui offre beaucoup de potentiel. Donc, encore une fois, cet environnement-là, on le laisse saccager par la haine et l'hostilité, ben c'est un peu, on passe à côté de notre propre mission.
l'expérience client est un levier pour faire progresser la valeur d'une organisation. Ça a un impact direct sur la perception de nos propres institutions dans un contexte comme celui-là. Donc, c'est là que j'aimerais vous ramener à cette notion-là de responsabilité, qui pour moi est fondamentale. Pour moi, une bonne gestion de communauté est avant tout une responsabilité de service. Surtout dans un contexte de service public, comme dont on traite aujourd'hui, on ne peut pas abandonner les citoyens en ligne sous prétexte que ce déferlement de haine serait une fatalité propre au médium. Ça, c'est hors de question. Un endroit où, justement, des valeurs, toutes les valeurs que j'ai énoncées tantôt sont tellement importantes, nous amenant vers la liberté d'expression, que ça l'excuse tout et on ne peut pas vraiment avoir de contrôle sur cet élément-là. Donc, on endure passivement. Il y a une espèce de relativisme qui s'est installé qui, moi, personnellement, me met hors de moi, qui nous amène à accepter des idées et des opinions de tout le monde, n'importe quoi, comme si elles se valaient toutes, comme si toutes les opinions étaient d'une importance ou d'une qualité équivalente, ou comme si tout était vrai, seulement en fonction du point de vue d'où on est, du point de vue d'où on se situe quand on parle d'un sujet. Vous avez tous déjà vu ce meme-là où on voit deux individus qui regardent un chiffre peint au sol, puis là, en fonction de chacun leur point de vue, il y en a un qui nous dit que c'est un 6, l'autre nous dit que c'est un 9, puis là, le texte qui accompagne ça nous dit que c'est pas parce que toi, tu as raison que moi, j'ai tort. C'est détestable comme façon de voir les choses. Il reste parce que si on prend un pas de recul, si on s'intéresse au contexte, qui est excessivement important. La vérité existe. Là, vous allez dire merci Martel, merci Sherlock. Tu viens de nous apprendre tout un élément, mais quand même, c'est important parce que c'est une réalité qu'on entend souvent sur les médias sociaux. Donc, je veux dire, cette personne-là qui a écrit un chiffre au sol, prenons par exemple si elle était dans un contexte pour identifier une place de stationnement, il y avait un sens. C'était le stationnement 6 ou c'était le stationnement 9. C'est très important. Et cette réalité-là fait que, justement, cette vérité-là mérite d'être ramenée, d'être remise en lumière, mais surtout de recontextualiser le propos. Donc, ce qui m'amène encore à présenter cette slide-là. Pour ceux qui ont déjà vu d'autres de mes présentations, je pense que ça doit faire 10 ans que je n'ai pas fait une présentation sans avoir cette slide-là. Si le contenu est roi, le contexte est Dieu, on est encore là-dedans. Cela dit, c'était surtout un prétexte pour encore une fois plugger une de mes slides préférées, une de mes phrases préférées depuis un bon moment. Donc, où se situe la ligne entre la libre expression et la responsabilité institutionnelle? Ce n'est pas une fatalité, comme on vient de voir. Nous sommes les responsables de la qualité de l'expérience qu'on va offrir sur les médias sociaux que l'on gère. Donc, je vous propose quelques éléments, une petite réflexion. Puis ça, pour ceux qui ont un peu ce sens-là aiguisé, vous allez peut-être reconnaître un peu le libellé d'un projet de loi. Mais cela dit, je vous l'expose tel quel. Donc, les représentants des médias sociaux gouvernementaux représentent l'État. On est tous d'accord avec ça. Selon moi, là, vraiment, ça n'engage que moi. Mais je pense qu'on va se retrouver plusieurs vont se retrouver dans ce que je vais amener. L'État québécois a des caractéristiques propres, dont sa tradition civiliste, ses valeurs sociales distinctes, un parcours historique spécifique. Puis tout ça nous a amené à développer un attachement particulier envers des valeurs telles que le respect de tous, de la loi, de la neutralité, de la vérité et de la science. Donc, il est important de consacrer le caractère prépondérant de ces valeurs dans l'écosystème des médias sociaux gouvernementaux québécois. Right? Donc, il y a lieu d'affirmer que ces valeurs de l'État doivent assurer un équilibre entre le droit collectif et le droit individuel. Donc, ce sont ces valeurs-là qui, selon moi, doivent éclairer notre décision quand vient le temps de rétablir cette responsabilité institutionnelle-là. Donc, c'est en vertu de ces principes-là qu'il revient aux représentants de l'État de déterminer selon quels principes et de quelle manière les rapports entre l'État et les individus doivent être organisés sur les médias sociaux gouvernementaux. Ce qui fait que, vous voyez, c'est simplement pour vraiment venir remettre une couche sur le fait que nous sommes responsables non seulement de l'expérience, mais de quelque chose d'important. Et en fonction de quoi on peut choisir notre charte, notre façon de gérer tout ça, c'est en vertu de valeurs qui nous sont propres et qui sont aussi des valeurs associées à l'État québécois. Donc, comment composer avec la désinformation et les réseaux sociaux?
je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire. Il y a des gens plus compétents que moi en termes de gestion de communauté qui vont vous présenter des bonnes pratiques. Généralement, on les connaît. Puis vous trouveriez ça plate si j'étais juste venu ici aujourd'hui pour vous dire ce qui suit. Pour vous dire, par exemple, comment repérer un troll. On sait comment repérer un troll. C'est quelqu'un qui essaie de susciter des réactions émotionnelles à tout prix. C'est quelqu'un pour qui tout lui est dû sur les médias sociaux, très axé sur son ego, qui va toujours ramener tout à lui. C'est un individu qui exagère, donc pour qui il n'y a pas de nuance. Donc, c'est jamais ou toujours. Il aime placer la discussion sur un plan personnel, les attaques personnelles au lieu d'amener des faits vérifiables. Et aussi, c'est un peu comique, ça fait tout le temps rire, mais c'est vraiment un élément qui fait partie de notre façon d'identifier les trolls. L'orthographe et la grammaire n'est pas toujours son point fort. Donc, soit par choix, parce qu'il adopte des codes de certaines cultures numériques, ou parce que tout simplement, il n'est pas bon en français. Comment gérer un troll? On le sait aussi. On écoute, évidemment. On s'assure de repérer les publications problématiques et on corrige les erreurs, on rétablit les faits et on amène justement on répond d'une façon factuelle. On s'assure que les énoncés faux ne restent pas sans être corrigés. Cela dit, il y a tout un gradient, il y a toute un degré, il y a toute une échelle de gradation qui entre par exemple un citoyen satisfait et un réel troll. Et entre les deux, il y a tout, comme je vous dis, une échelle où on va retrouver différents niveaux. Donc, ils ne méritent pas tous d'être traités de la même façon. Un truc qu'on entend depuis longtemps, puis je vous disais tantôt, rétablir, un peu rééquilibrer cette tolérance-là, c'est on entend ignorer-les. Je suis d'accord avec cet effet-là, mais encore une fois, ça va dépendre beaucoup de où se situe le commentaire sur cette fameuse échelle-là. Donc, oui, les ignorer, mais moi, je vous invite à beaucoup moins de tolérance qu'on pouvait faire, dont on pouvait faire preuve dans le passé. Répondez de façon factuelle, c'est essentiel. Il ne faut certainement pas aller sur le même territoire qu'eux au point de vue de l'argumentation. Calmer la situation avec humour. Je pense que tantôt, vous allez avoir les gens d'Hydro-Québec, ils sont passés maîtres. Là. Je pense qu'ils ont mis c'est un des exemples, un des meilleurs exemples absolus qu'il n'y a pas sur les médias sociaux au Québec. Ils ont fait école, ils sont arrivés avec ça fait longtemps et ils ont de grandes réussites à ce point de vue-là. Ils vont pouvoir vous en parler plus. Bloquer ou bannissez lorsque là, ça s'avère nécessaire. Je vous encourage fortement à le faire. Arrêtons d'avoir peur de se réfugier justement dans cette crainte-là de dire c'est-tu une bonne pratique d'effacer les commentaires? Je ne crois pas. Je pense que dans certains cas, oui, il faut rééquilibrer cette tolérance. Quelques facteurs de succès. Ne les laissez pas vous atteindre. Ne répondez pas sur le même ton, je vous en ai parlé tantôt. Ne supprimez pas les publications. Encore une fois, je vous invite à rétablir l'équilibre. Créez une charte de bonne conduite parce que vous allez pouvoir vous référer à partir du moment où il y a une problématique. Donc, vous ne le faites pas parce que vous ne l'aimez pas lui personnellement, vous le faites parce que ça ne répond pas au respect de la charte que vous avez établie et vous êtes en mesure de le démontrer clairement. Valorisez vos contributeurs sympathiques ou positifs. Assurez-vous de vous construire une communauté qui, dans bien des cas, vont pouvoir contribuer avec vous. Cela dit, ce qui m'amène justement à pourquoi ne pas trop ignorer simplement et laisser là et peut-être un peu plus bloqué et un peu plus effacé, c'est que souvent, des contributeurs bien sympathiques, qui sont bien intentionnés, vont, eux, embarquer dans le piège des trolls. Puis à ce moment-là, on va se retrouver avec des discussions interminables où tout le monde cherche à avoir raison et encore une fois, qui détruisent l'expérience client. Et surtout, pour reprendre les mots de Nelly Brière, quelqu'un qui fait du harcèlement ou qui fait des menaces de mort, ce n'est pas un troll. C'est quelqu'un qui a un problème de comportement qui est grave, dangereux et illégal. Donc, on sait comment agir avec ces types de comportements-là. On reporte à la police. Autre élément phénomène qui s'est présenté à nous depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle les troll factories, les usines à trolls ou peu importe, les groupes d'individus qui, de façon concertée, vont chercher à manipuler l'opinion publique à travers les médias sociaux. Il n'y a pas beaucoup de temps pour vous en parler. Quand même, je voulais souligner le fait. Ce sont des gens qui manipulent l'information d'une façon concertée, comme je vous disais, qui présentent, par exemple, des fausses mobilisations
de la population autour d'une idée. On en vient à penser que c'est une idée, que des idées complètement débiles sont partagées par un grand nombre. Il représente une menace à la démocratie. On en a vu plusieurs exemples. Je n'ai pas besoin de vous les sortir, vous les avez en tête. Et il y va carrément de la sûreté des citoyens. Donc, dans un contexte comme le nôtre, au gouvernement, permettez-moi de m'inclure à votre équipe. Vous avez un rôle de première ligne. Donc, il faut être prêt aussi à réagir par rapport à ce type de problématique-là, à ce que l'on appelle les troll factories. Certains vont crier à la censure. Ne vous en faites pas pour ce qui est de cet aspect-là. Encore une fois, je vous invite à agir d'une façon confiante. Parce que, comme nous le rappelle Jérémy Mani, qui est le président de Netino, je vais vous parler de Netino tantôt, qui est une entreprise qui se spécialise dans la gestion de médias sociaux à grande échelle. C'est l'inverse de la censure, ce qu'on est en train de faire. On est en train de réassainir à travers tout ça l'expérience qu'on offre. La modération est un accélérateur de la liberté d'expression et des opinions parce que, justement, avec un peu de chance, on va redonner de la place aux propos sensés. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous proposer en terminant. C'est mon avant-dernier point, mais quand même, on tire sur la fin. Pourquoi on n'aurait pas un service national partagé? Un outil très puissant de type Moderatus de Netino qui permettrait de mieux outiller chacun des MO, des ministères et organismes au Québec. J'imagine que c'est quelque chose qui a déjà été discuté. Je sais que Martin Boucher pourrait nous en parler d'une façon plus poussée. À Québec.ca, on utilise AgoraPulse. Donc, on voit des interfaces là. Je n'ai pas trouvé d'interface de Moderatus. J'ai l'impression que ça démontre à quel point ils sont performants. Ils font de la veille puis ils cachent leurs secrets. Quoi qu'il en soit, Moderatus est une plateforme qui est utilisée par Québécois actuellement, par des grands groupes médias qui gèrent des millions, qui vous aident à gérer des millions de commentaires. Et si on avait un service comme celui-là, qui était centralisé et partagé, on pourrait certainement faire des gains au sein de la fonction publique. Un service national qui nous permettrait de faire de la suppression en temps réel des contenus hors charte, d'agir pour avoir une protection des espaces communautaires, d'assurer une prévention de crise sur les réseaux sociaux, qui permettrait d'avoir de l'accompagnement dans la définition des chartes pour chacune des équipes, qui nous permettrait d'avoir un enrichissement continu des règles de modération, donc une pratique, une centralisation des flux pour optimiser la réactivité. Donc, on parlait de centralisation tantôt. D'avoir un premier niveau d'analyse automatique qui nous permet d'amener la valeur humaine où elle a le plus d'impact en définissant des notes de risque. Et pour ce qui ne passe pas, justement, qui atteint une note de risque trop élevée, que ce soit escaladé comme un message problématique vers des équipes concernées où là, l'humain est irremplaçable. Où on pourrait faire de la collecte de données multisources, où on pourrait faire de la qualification de cette donnée-là, supprimer le bruit généré par la tonne des requêtes qui ne sont pas toutes de même importance, identifier nos mentions positives, mais aussi surtout identifier nos alliés. Donc, à travers, quand je dis nos alliés, c'est des comptes à travers les médias sociaux qu'on pourrait appeler influenceurs, mais qui sont positif dans le cadre de ce que l'on veut faire. Avoir des alertes personnalisées en cas de contenu sensible, des rapports clés en main. Avoir des données, regarder des données brutes sur le web, c'est un peu difficile. Ce qu'on aime, c'est qu'elles soient interprétées. Donc, autant au point de vue quantitatif, mais que qualitatif. Et aussi, pourquoi pas, avoir à travers tout ça un audit de la voix du citoyen. Donc, un outil comme Moderatus, puis ce n'est pas celui-là que je ne suis vraiment pas un représentant de Netino, loin de là, c'est que il n'y en existe pas des millions, mais quoi qu'il en soit, est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant que l'État québécois se dote d'un service centralisé comme celui-là pour supporter les ministères et organismes? Je lance la question. Dernière petite préoccupation. Ici, c'est vraiment personnel, c'est l'État versus les cabinets versus les partis. Actuellement,
on assiste à un mélange des genres, hein, où il y a beaucoup de communications gouvernementales qui vont se retrouver sur différentes plateformes. Et au-delà du problème éthique que ça peut amener dans un contexte électoral, par exemple, puis ça, je ne sais pas de ça que je veux parler aujourd'hui, il y a un autre élément qui est important, c'est est-ce que le citoyen fait vraiment la différence entre tout ça, entre toutes ces plateformes-là? L'impression nette reste quand même pas mal toujours la même. Et est-ce que chacun de ces environnements-là offre la même sécurité? Est-ce que la Coalition Avenir Québec, par exemple, est aussi bien outillée que le gouvernement du Québec pour gérer justement cette sécurité-là, améliorer cette expérience-là, avec tous les problèmes que ça représente, avec tous les défis que ça représente, tels que je vous les expose depuis tantôt? Je ne pense pas. Mais ça présente un défi qui est complet, pour lequel je n'ai pas de solution maintenant, mais que je pense qu'il mérite qu'il soit mis en lumière. Donc voilà, c'était ma présentation. Je suis à 1 minute du temps qu'on m'avait imparti. Je vous remercie beaucoup. Vous avez là les différentes façons de me rejoindre là, pour ceux qui auraient envie de poursuivre la discussion, me poser des questions ou autre chose. Puis je sais qu'avec François, on a un bloc de questions à partir de maintenant. Exact. Merci, Denis. Sujet sensible. Merci pour la réflexion. Là. Je comprends que tu lances un appel à la responsabilisation surtout, mais on va passer maintenant à la période de questions, effectivement. Donc, je vous rappelle à tous, posez vos questions dans la fenêtre à droite de la vidéo et pas ailleurs. Et Denis, on va commencer avec une première question. Qu'est-ce que tu penses des institutions comme la CBC Radio-Canada qui ont choisi de fermer les commentaires sur les publications des articles de nouvelles? Ben écoute, c'est une façon de. On le voit souvent, puis c'est drôle parce qu'en faisant justement les recherches pour cette petite présentation-là, je suis tombé sur des publications de Québécois, sur ATVA, où on a vu ce qui s'est passé dernièrement à Québec là, avec un dossier sensible au point de vue d'un profilage potentiel. Ça peut amener son lot de trolls puis de commentaires désobligeants. Puis visiblement, la publication avait été faite à un moment donné, 10 minutes après, puis là, les commentaires étaient ouverts, 10 minutes après, les commentaires étaient fermés. Il vient un temps où c'est la seule chose que l'on peut faire si on n'est pas équipé pour pouvoir gérer tout ça. Donc, qu'est-ce que j'en pense? J'aime mieux ça que de laisser proliférer que de laisser proliférer pas profiterole, proliférer la haine et l'hostie. C'est d'autres choses. Non, je ne sais pas si. Oui, exactement. Je ne sais pas si toutes les participants sont familiers avec les pages ou les groupes Spotted. Donc, juste avant de passer à la prochaine question, juste pour le bénéfice de tous, il y a ces pages ou ces groupes où, de manière anonyme, on peut pas dénoncer, mais partager des messages anonymes pour dire j'ai vu ça ou il s'est passé cette situation-là. Donc, il y a une autre question là-dessus. Est-ce que tu juges pertinent de répondre systématiquement à de la désinformation véhiculée sur Spotted? Ben, écoute, c'est une super belle question. Premièrement, je pensais que tu m'amenais sur le terrain de l'anonymat. Je suis de plus en plus contre l'anonymat sur Internet. Je pense que l'identité numérique devra voir le jour un jour, mais on n'est pas à veille de le voir. Quoi qu'il en soit, autre que ce qu'on est en train de faire en ce moment, là, mais d'une façon plus poussée. Mais pour ce qui est d'aller participer sur des forums où justement l'anonymat court, j'ai peur qu'on s'essouffle. J'ai peur qu'on s'essouffle, puis qu'en réalité, je veux dire, il reste que il y a un contexte encore une fois. On s'essouffle à répondre à tous ces messages-là, tu veux dire? Ben, c'est ça, puis on va s'essouffler, puis le contexte fait que, de toute façon, les dénonciations anonymes ont très peu de crédibilité. Donc, est-ce qu'on doit aller leur donner une crédibilité honnêtement, je pense que ce n'est pas une bonne idée, là, mais j'aimerais pouvoir pousser la réflexion plus. Denis, il nous reste du temps. J'ai plus de questions du public. Là, j'invite encore le public à poser d'autres questions, mais j'en avais une, moi, en t'écoutant. Tu parlais tantôt, là, tu nous invitais à nous responsabiliser puis à offrir une plus belle expérience client, ou du moins que c'était notre responsabilité d'offrir une belle expérience client. Moi, si je suis dans un organisme, je suis dans un ministère, dans une équipe, j'en comprends que ça me prend des ressources. Qu'est-ce que tu me recommanderais? Est-ce que je monte une équipe? Quelle équipe je me monte? Qu'est-ce que tu me recommandes? Ben, c'est sûr que ça prend c'est pas quelque chose qui se fait seul. C'est un équilibre entre une bonne gouvernance,
des bonnes tables de concertation. Je pense que je ne connais pas là, l'ensemble de toute la façon dont l'expertise circule au gouvernement, mais il y en a beaucoup. Est-ce qu'elle circule de façon efficace? Ça serait bien de s'assurer que c'est le cas parce que justement, chaque équipe pourrait standardiser un peu son fonctionnement et s'assurer justement d'avoir les bons, j'allais dire les flowcharts, les bons parcours décisionnels, les bons tableaux décisionnels pour savoir comment réagir en fonction de certains points, mais surtout réagir d'une façon standardisée qui est en respect justement avec les valeurs, j'allais dire les valeurs de la marque, mais c'est ce qu'on gère, des valeurs gouvernementales. Donc, les valeurs de l'État québécois, un peu comme je disais tantôt. Fait que c'est concrètement, c'est de s'assurer d'avoir les bonnes ressources humaines, les bonnes ressources matérielles et d'avoir la bonne gouvernance pour le faire. Donc, à partir du moment où on a dit ça, ben, les choses sont entièrement à faire. Mais oui, je pense que c'est trois bonnes pistes. J'en ai une rapide puis une plus longue pour toi, Denis. Est-ce que tu sais, là, pour les agences qui gèrent uniquement la gestion de communauté sur des publications sponsorisées, est-ce que tu sais si Agorapulse fonctionne bien là-dessus? Ah non, ça, il faudrait demander à Martin. Il faudrait vérifier. Parfait. Oui. Pour la plus longue, plus développée. Selon ce que je lisais, là, oui, ça te permet aussi de travailler sur le volet sponsorisé. Quand même rapidement, on termine notre temps ensemble, mais la question est trop intéressante pour que je la passe. Il y a des gens d'une ville qui nous demandent, là, dernièrement, il y a beaucoup de citoyens qui les questionnent sur l'application des mesures sanitaires dans leurs différentes activités, là, c'est évident. Est-ce que dans ces circonstances, on doit toujours se justifier et répondre aux trolls COVID? Non, assurément pas. Puis, tu sais, le fameux principe, là, vous avez vu tantôt, les farfadets, les usines à trolls ou bien les actions concertées pour justement venir déstabiliser l'ordre public. Ça, c'est tombez pas dans ce piège-là. Il y en a beaucoup qui vont vous questionner. En réalité, c'est de la provocation. Ce n'est pas une question de bon droit. Pour ce qui est maintenant de répondre aux questions légitimes, assurez-vous d'avoir des outils qui vont vous permettre de ne pas constamment toujours tout recommencer. Tu sais. Vous pouvez très bien avoir une charte déjà prête, Q&A, déjà, à laquelle vous allez vous référer régulièrement lorsque vous allez avoir des questions qui sont légitimes et qui méritent d'avoir réponse. Maintenant, de donner de l'importance à des groupes qui veulent juste vous déstabiliser, je vous invite à être excessivement prudent là-dessus et encore une fois, de ne pas être trop tolérant en ce sens. Mais ça n'engage que moi. Merci beaucoup, Denis Martel, d'avoir été là. Ça fait plaisir.